Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver aujourd'hui par le biais d'Internet, puisque mon ami Jean-François Soulet m'avait proposé de participer à vos activités de l'Université du temps libre de Tarbes au travers de deux conférences, de deux sujets touchant à l'histoire de l'Italie contemporaine. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble sur une période délicate, difficile, traversée par l'Italie d'après-guerre, en particulier dans les années 1970. Ce sont les années de plomb. Alors, ce que je vais faire tout de suite en direct, vous voyez, c'est vous partager un écran, puisque j'ai préparé un PowerPoint qui vous permettra peut-être de mieux suivre mes explications. Alors évidemment, le regret que j'ai, c'est bien sûr de ne pas pouvoir dialoguer avec vous et répondre à vos interrogations et vos remarques. Mais bon, c'est faute de mieux, on se contentera de cela. Donc d'abord, je vous propose de réfléchir sur deux choses. D'abord, la définition, d'où vient l'expression année de plomb? Est-ce que les Italiens, finalement, des années 1970 ont évoqué les années de plomb? En fait, il semble bien que c'est en 1981, au travers d'un film de la réalisatrice allemande Margaret von Trotta, qui a fait un livre sur le terrorisme, un film, pardon, sur le terrorisme qui touchait l'Allemagne fédérale et qui a intitulé ce film Les années de plomb. Et ensuite, on a élargi le propos pour un pays qui a été encore plus touché par le terrorisme, à savoir l'Italie. Et donc, il est de coutume maintenant, et c'est passé, je dirais, dans le langage courant, d'évoquer les années de plomb à propos essentiellement de la décennie des années 70. Et la photographie qui nous accueille est devenue emblématique de ces années de plomb. Vous voyez un homme au milieu de la rue avec un pistolet en main et qui pointe le pistolet vers quelque chose. Alors, à vrai dire, cet homme, c'est des militants, je dirais, de l'extrême gauche italienne. Il s'appelle Giuseppe Memeo. La photo a été prise le 14 mai 1977 à Milan, au moment de manifestations qui secouaient le centre-ville de Milan. Et il est en train, effectivement, de pointer une arme vers un cordon de policiers qui avait barré la Via de Amicis. Donc, évidemment, cette photo nous plonge d'entrée dans le contexte rude des années de plomb où la violence politique a été quelque chose extrêmement fort en Italie. Je pense même que si on fait un rapide tour d'horizon, l'Italie est peut-être le pays qui a connu la plus grande violence politique de l'époque. La France, l'Allemagne fédérale avait été touchée aussi par des attentats et des actions de la bande Abadère, par exemple, ou d'actions directes, mais rien à voir avec ce que va connaître l'Italie. Il y a peut-être un élément de comparaison sur le plan du nombre de morts. Il faudrait faire une lugubre comptabilité, peut-être avec la Grande-Bretagne qui était aux prises avec l'IRA à propos de la question irlandaise. Mais je crois tout de même qu'effectivement, dans les années 70, c'est bien l'Italie qui doit détenir le triste record de la violence politique à ce moment-là. Alors, cette violence politique, il va falloir, je crois, dans un premier temps, essayer de la replacer dans un contexte qui nous amènera sans doute, depuis 1945, à voir les principales évolutions de la société italienne. Cette société italienne qui, nous allons le voir, connaît énormément de bouleversements qui peuvent être une des clés d'explication des années de plomb. Ensuite, il s'agira aussi de réfléchir
sur le système politique italien. Ce système politique a peut-être effectivement engendré des circonstances qui ont favorisé l'émergence d'un terrorisme, je dirais, au sein même de la société italienne et qui va se définir aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite du panorama politique italien. Et ensuite, il y aura un troisième moment, c'est effectivement, concrètement, les grands moments des années de plomb, les grands attentats, les grandes actions des années de plomb, qui vont aller finalement de l'attentat de la Piazza Fontana en 1969. Et je me suis arrêté en 1980 au moment du terrible attentat de la gare de Bologne, même si sans doute on aurait pu continuer un peu, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu encore dans les années 80 des éléments de cette violence politique, mais qui vont aller quand même progressivement en diminuant, le centre de notre propos étant, vous l'avez compris, la décennie des années 1970. Alors, comme je vous le disais, les mutations de la société italienne. Effectivement, l'Italie des années 50-60 a connu énormément de très forts bouleversements. D'abord, c'est une société qui, à l'époque fasciste, et encore finalement à la fin de la guerre, reste quand même très rurale. Vous voyez que la population active est majoritairement dans le secteur primaire, selon les chiffres de 1931. 51,7% de la population active italienne travaille dans le secteur primaire, donc essentiellement, si on exclut par exemple les activités de la pêche, essentiellement dans l'agriculture. Et il y a eu, à l'époque fasciste et après-guerre, une évolution qui a fait passer le pourcentage du secteur primaire à 42,2% en 1951. Donc, il y a eu une baisse. Mais entre, je dirais, les années 50 et 60, il y a eu véritablement une baisse beaucoup plus prononcée du secteur primaire, puisque en 1971, ce sont 17,2% des travailleurs italiens qui ont une activité dans le secteur primaire. Donc, il y a eu un phénomène de déruralisation et de mutation que tous les pays occidentaux ont connu. Les campagnes se sont vidées au profit finalement des secteurs secondaires, tertiaires et finalement des villes. Les villes italiennes connaissent une très très forte progression. Rome passe de 937 000 habitants au recensement de 1931 à 2 092 000 habitants au recensement de 1961. Milan passe de 961 000 habitants en 1931 à 1 558 000. Et Turin passe de 590 000 habitants en 1931 à 1 million en 1961. Donc, il y a une très forte progression de la population urbaine. Alors, comme je vous le disais, ce phénomène n'est pas un phénomène italien. Évidemment que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ont connu des mutations d'une telle ampleur. Mais il est vrai que ces mutations se sont faites, disons, plus progressivement. La France, par exemple, à l'époque de la monarchie de Juillet, je dirais, a un trop-plein presque des campagnes, et progressivement, il va y avoir, à partir du milieu du XIXe siècle, un phénomène qui va progressivement se dérouler dans un exode rural qui va se poursuivre au Second Empire, sous le Second Empire, la Troisième République, et c'est au début des années 30 que le basculement, effectivement, se fait, et qu'il y a moins de population rurale que de population urbaine.
L'Italie, elle connaît ce phénomène, mais dans un laps de temps beaucoup plus court. Il y a véritablement une espèce d'accélération de cette mutation sociale entre, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 60, début des années 70. Les conditions de vie dans les grandes villes italiennes, évidemment, nous, je dirais, comme touristes allant visiter ces grandes villes, nous profitons de leur beauté, de leur patrimoine, de leurs musées. Mais quand vous allez à Rome, par exemple, vous n'avez pas l'occasion, ou rarement, d'aller dans ce qu'on appelle les borgate, c'est-à-dire les quartiers qui se sont construits dès l'époque du fascisme et après la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des quartiers loin du centre, pendant longtemps assez mal desservis, où il y avait finalement des infrastructures assez minimes et qui ne se sont développées que progressivement. Donc il y a eu, si vous voulez, un changement brutal pour des populations qui étaient habituées à une sociabilité villageoise, familiale, et qui se sont retrouvées dans ces grands ensembles que l'on retrouve dans certains films de Pasolini, par exemple, qui sont quelque peu déshumanisés, qui sont un peu loin de tout, où les frustrations sociales, économiques vont prospérer. Pensons aussi au film, je crois, de 1963, Rocco et ses frères, où nous avons finalement une famille déracinée venant du Mezzogiorno, du sud, et que vous retrouvez dans Milan, la capitale économique de la péninsule. Donc il y a eu, si vous voulez, une certaine déstabilisation sociale par ce phénomène de déruralisation et d'hommes et de femmes qui finalement ont connu les difficultés de ces mutations et de la vie dans les grands ensembles urbains italiens. Deuxième élément sur lequel donc je voudrais insister, c'est aussi un phénomène que vous retrouvez dans tous les pays occidentaux, c'est la massification de l'enseignement supérieur. À l'époque fasciste encore, l'enseignement supérieur était réservé à quelques dizaines de milliers d'étudiants qui finalement représentaient un taux relativement faible de la société italienne au sein de la jeunesse. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons une expansion, nous atteignons 268 000 étudiants en 1961 et il y a triplement de cet effectif, puisqu'en 1975, vous avez 935 000 étudiants. En soi, on peut estimer que le développement de l'enseignement supérieur n'est pas mauvais, mais il peut créer des frustrations, il peut créer des tensions. Pourquoi? Parce que ce sont souvent les étudiants italiens, des étudiants qui font beaucoup d'études en droit et en lettres. Or, avec les mutations économiques, les mutations des 30 glorieuses, eh bien, c'est plus difficile de trouver, avec la sociologie, la littérature, les lettres classiques, des postes qui finalement permettent de concrétiser le travail accompli. Il y a, si vous voulez, une frustration entre une masse de jeunes Italiens de plus en plus nombreux qui atteignent l'enseignement supérieur, mais qui se retrouvent finalement dans une société où, avec un bagage souvent important, ne trouvent pas leur place. Ne trouvent pas leur place parce que finalement, un doctorat de littérature, un doctorat d'histoire, un doctorat de sociologie, voire même des études poussées en matière juridique, ne permettent pas finalement de s'accomplir. On ne trouve pas un débouché professionnel, social, à la hauteur des investissements d'études qui ont été faites.
Et il y a, si vous voulez, une frustration dans cette société étudiante. Et elle est bouillonnante à la fois de frustration et, nous allons y revenir tout à l'heure, de manière aussi très idéologisée. Les années 60, 70 sont des années où l'idéologie est très, très implantée, issue souvent de milieux liés au marxisme, voire au maoïsme, car il y a eu dans les universités italiennes aussi un moment maoïste. Et ce fut donc là un terreau contre eh bien, des sociétés qui ne savaient pas véritablement les reconnaître et qu'il fallait donc au moins faire évoluer, au plus détruire. Et c'est tout le phénomène de l'extrême gauche italienne dans les années 70, nous y reviendrons. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est le monde ouvrier. L'Italie, des années 70 et déjà de la fin des années 60, connaît un bouillonnement revendicatif des mouvements sociaux. L'Italie a connu à l'automne 1969 ce que l'on a appelé l'automne chaud, l'autunno caldo, qui, si vous voulez, a mis dans la rue quelques centaines de milliers d'ouvriers des usines Fiat, de la sidérurgie, des chantiers navals, etc., qui ont eu des revendications que l'on a pu retrouver en France, par exemple, au printemps 1968. Mais à côté de cela, il y a eu un phénomène de grève extrêmement fort au début des années 70. Vous voyez les chiffres qui se trouvent sur l'écran. Alors que l'Allemagne fédérale avait connu 90 jours de grève entre 1970 et 1974, la France plus, avec 300, eh bien, l'Italie explose le record avec 1746 journées de travail perdues pour fait de grève. Et donc, le début des années 70 est marqué par ces conflits sociaux qui sont souvent assez durs et qui vont nourrir là aussi des revendications où certains vont franchir le pas de la violence politique. De la violence politique. Alors, ce ne fut évidemment qu'une petite minorité, mais une minorité active et que nous allons retrouver dans les actions que vont mener les groupes de l'extrême gauche italienne tout au long des années 70. Mais comme nous le verrons, l'autre grand problème, c'est qu'il y a aussi un grand bouillonnement à l'extrême droite, nous en reparlerons. Et enfin, l'Italie n'échappe pas non plus aux grandes remises en cause des valeurs sur lesquelles les pays occidentaux ont longtemps, ou assez longtemps, vécu. Il y a effectivement toute une série de piliers de la société italienne qui sont contestés. D'abord, il y a un anti-américanisme qui va se développer dans une partie de la gauche italienne et qui va être très partagée à l'extrême gauche du paysage politique italien. Les États-Unis, au sortir de la guerre, c'est, je dirais, le grand frère protecteur de l'Italie. Il y a des liens, évidemment, par la présence aux États-Unis de familles italiennes qui ont des liens avec la péninsule. Et puis, les États-Unis apparaissent pour les Italiens comme le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont participé à la libération de l'occupation allemande en Italie. Évidemment, il n'y a pas eu que les troupes américaines, mais elles ont joué un rôle important. Et puis, avec le plan Marshall, l'Italie va bénéficier de la manne américaine, ce qui fait que les gouvernements italiens, de manière très claire, à partir donc de l'immédiate après-guerre, font le choix
mais d'ailleurs, avait-il vraiment une marge de manœuvre? Je ne le crois pas. Font le choix donc d'une alliance étroite avec les États-Unis. Il y aura le plan Marshall, il y aura l'adhésion à l'OTAN, il y a une douzaine de bases américaines sur le sol italien, et disons que le premier voyage, ou un des premiers voyages que font les présidents du Conseil italien, c'est le voyage de Washington. Donc, l'allié américain, c'est le grand frère finalement protecteur. Or, c'est vrai que dans les années 60, monte dans une partie de la jeunesse située à l'extrême gauche donc, du paysage politique, un sentiment anti-américain, qui est lié à un mode de consommation, à une société américaine basée sur la consommation, et également sur un anti-américanisme lié à la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam est dénoncée, elle a été régulièrement l'objet de manifestations en Italie, et quand le président Nixon, en 1969, vient à Rome, au tout début du mois de mars 1969, eh bien, il y a de très violents affrontements entre les forces de l'ordre et des groupes d'extrême gauche qui manifestent contre l'arrivée du président des États-Unis. Donc, il y a cet anti-américanisme. Ensuite, il y a le problème de l'autorité de l'État. On remet en cause l'autorité de l'État. Alors, il est vrai qu'il faut prendre en compte là, je dirais, un poids historique de l'Italie. Le fascisme avait fait de l'État, je dirais, l'alpha et l'oméga. Rien contre l'État, tout dans l'État, tout pour l'État, c'est un des slogans finalement que le régime avait adopté. Et donc l'État fasciste était apparu à bien des Italiens progressivement assez pesant, et il avait été dénoncé comme tel par l'antifascisme. Dans les années qui suivent la guerre, évidemment, ce n'est plus l'État fasciste. C'est l'État de la République italienne, un État démocratique, libéral, mais qui va apparaître tout de même pesant par sa bureaucratie, par sa pléthore d'administrations qui compliquent finalement la vie du système administratif italien. Et donc, il y a un discours contre l'État, avec toujours en arrière-fond l'ombre portée du fascisme, qui évidemment pèse sur une partie de la conscience italienne. Mais on remet en cause également les conditions du système politique. Je l'évoquerai tout à l'heure, le système politique, mais il y a effectivement une remise en cause du parlementarisme bourgeois. Finalement, la partitocratie, la combinazione, les débats parlementaires, car nous sommes dans une république éminemment parlementaire en Italie, et où on dénonce le fait que le Parlement soit finalement au service des intérêts de la bourgeoisie. D'où aussi la dénonciation du système capitaliste que l'on veut mettre à bas. Donc, dénonciation du capitalisme et dénonciation du système de la démocratie parlementaire qui serait au service du capitalisme, avec des élections qui sont jugées finalement comme un instrument de la domination bourgeoise sur la société italienne. Enfin, il y a aussi parmi ces diverses contestations la contestation de l'autorité de l'Église. Vous n'êtes pas sans ignorer, évidemment, que l'Église joue un rôle important dans l'histoire de l'Italie contemporaine, que l'Église catholique, je dirais, avait vécu un peu en victime le phénomène de l'unité, parce que l'unité italienne s'était faite en partie contre elle. Les États pontificaux avaient disparu en 1860, Rome, sur laquelle la papauté souhaitait maintenir son pouvoir temporel, était passée
au Royaume d'Italie en 1870, quand la garnison française, au moment de la guerre franco-prussienne, s'était retirée, puisque Napoléon III protégeait la ville de Rome des éventuelles ambitions du Royaume d'Italie, et les relations entre l'État et l'Église avaient été fort complexes, puisque en 1874, par un document qu'on appelle le non expedit, le pape Pie IX avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de participation au vote pour ne pas cautionner l'État spoliateur. Mais malgré cela, il est évident que sur le plan spirituel, social, politique, l'Église jouait un rôle important et finalement, il faut attendre 1929. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais il faut attendre 1929 et les accords du Latran pour régulariser les relations entre l'État italien et l'Église. Et finalement, cette Église est, au lendemain de la guerre, peut-être l'institution la plus prestigieuse en Italie. Parce qu'en 1943, l'effondrement de l'État royal, l'effondrement du fascisme, l'occupation, le fait que l'Italie soit littéralement tiraillée entre les Alliés d'une part, les Allemands et les fascistes de l'autre, fait que la seule institution du sommet de Pie XII jusqu'au curé dans les villages et quartiers italiens, eh bien, la seule institution qui semble solide, c'est l'Église. Et son poids, son influence dans la vie publique italienne est extrêmement importante au lendemain de la guerre. L'Italie pèse de son poids, de son influence en matière, par exemple, électorale. Au moment des élections de 46, 48 et suivantes, les évêques prennent souvent position pour appeler à voter démocrate et chrétien, c'est-à-dire pour soutenir l'unité des catholiques au travers de la démocratie chrétienne. Eh bien, cette autorité est remise en cause, qui plus est, elle est remise en cause également sur la question, je dirais, de la morale que souhaite défendre l'Église catholique, et je vais y revenir dans quelques instants. Il y a eu des moments dans les années 70 où on a bien vu le phénomène de sécularisation de la société italienne. Mais je voudrais rajouter également un élément, c'est que cette contestation ne vient pas seulement de milieux qui sont hors de l'Église. Il y a, avec le concile, et le concile a pourtant été un moment fort pour l'Église et je crois bénéfique dans la longue histoire du catholicisme, mais il y a eu la collision entre le moment du concile et le moment 68. Et au sein même du catholicisme italien, vous avez des remises en cause. Une des plus célèbres, c'est le père abbé de Saint-Paul-hors-les-Murs, une des prestigieuses basiliques majeures de Rome, Don Franzoni, qui avait appelé à ce que des catholiques puissent voter pour le Parti communiste, ce qui lui avait évidemment valu quelques ennuis et une suspension ad divinis en 1976, si ma mémoire est bonne. Donc, vous avez véritablement, voyez, une société en ébullition. Hein. Et comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, il y a aussi une période de sécularisation de la société italienne. Alors, elle est réelle, elle est à relativiser. Je m'explique. Réelle parce que, à certains moments, on voit clairement que la société va contre des principes que l'Église défendait. Premier moment, c'est le référendum sur le divorce. Le Parlement italien avait adopté en 1970 une loi sur le divorce. Jusque-là, le divorce n'était pas autorisé en Italie. Mais la Constitution italienne permet d'organiser des référendums abrogatifs. C'est-à-dire que si vous réunissez, si des associations, des partis politiques réunissent au moins 500 000 signatures dans 5 régions différentes, eh bien,
il peut y avoir, après vérification par le Conseil d'État, d'un référendum. Et donc, il y avait eu un référendum organisé où la démocratie chrétienne, d'ailleurs, s'était engagée pour le maintien, finalement, de l'indissolubilité du mariage. Et les Italiens, les 12 et 13 mai 1974, sont appelés à donner leur avis. Or, 59% des votants, avec un taux de participation à l'italienne, c'est-à-dire aux alentours des 90%, les Italiens votaient de manière très, très massive. 59% donc des électeurs demandent à ce qu'on maintienne la loi sur le divorce. Et vous voyez la une de l'UNITA, le journal officiel du Parti communiste italien, plus de 59% de non. Le peuple italien fait prévaloir la raison, le droit, la civilisation, la civiltà. Et grande vittoria della libertà, je n'ai pas besoin de traduire, grande victoire de la liberté. Bien. Donc, vous avez effectivement un premier moment, je dirais, qui marque la sécularisation de la société. Le deuxième moment de cette sécularisation, c'est le moment du débat autour de l'avortement. Là aussi, le Parlement italien avait adopté une loi sur l'avortement en 1978, comparable à la loi Veil en France, et il y avait eu un référendum abrogatif. Ce référendum est d'ailleurs intéressant, on peut s'y arrêter une minute, parce qu'il a lieu donc en mai 1981, et 69% des Italiens votent pour le maintien de la loi sur l'avortement. Mais en même temps, ils refusent une autre proposition qui avait été avancée par le Parti radical, c'est-à-dire d'augmenter le temps pendant lequel la mère pourrait avorter. La loi italienne prévoyait un avortement durant les 12 premières semaines et il y avait finalement une proposition de loi radicale qui voulait porter à 16 semaines. Et là, dans des proportions à peu près identiques, autour des 68-69%, de non. C'est-à-dire qu'on garde la loi votée en 78 sur l'avortement, mais on n'élargit pas, parce que finalement, ça a choqué une grande majorité d'Italiens, on n'élargit pas le temps possible d'avortement. Mais ces 69% pour l'avortement, il y a une part de catholiques qui ont dû voter finalement pour le maintien d'une loi, pour que tout de même il y ait un encadrement, puisque l'avortement existait évidemment dans la société italienne, mais avec d'ailleurs souvent je dirais, une position collective qui ne correspondait pas forcément à leur position personnelle. C'est-à-dire qu'ils admettaient l'idée que la société italienne avait besoin d'un encadrement pour l'avortement, même si à titre personnel, ils disaient ne pas l'approuver en conscience. Bon. En tout cas, que ce soit le débat sur le divorce, que ce soit le débat sur l'avortement, il y a bien un phénomène de sécularisation. Donc, vous le voyez, nous avons une société qui bouge beaucoup et qui connaît des évolutions extrêmement fortes et surtout qui se sont effectuées dans un laps de temps plus court que la société britannique ou française, où ces évolutions ont eu lieu, je dirais, plus progressivement. Alors, sur le plan politique, l'Italie, qui va donc connaître les années de plomb, a été qualifiée, et je reprends cette expression parce qu'elle me semble intéressante, par le politologue Giorgio Galli, de bipartisme imparfait. Bipartisme imparfait, c'est-à-dire que le bipartisme parfait, ce serait éventuellement, par exemple, à l'époque, le système politique britannique. Parti conservateur, parti travailliste, et vous avez finalement une alternance au pouvoir. De même pour
l'Allemagne fédérale. À l'époque, en Allemagne fédérale, il y avait le parti social-démocrate, le parti chrétien-démocrate et en appoint, il pouvait y avoir le parti libéral, mais une alternance entre un chancelier chrétien-démocrate ou un chancelier social-démocrate. Bien. En Italie, pourquoi Giorgio Galli a parlé d'un bipartisme imparfait? C'est qu'il y a bien deux grands partis, deux pôles, mais il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de véritable alternance. Les deux grands pôles, les deux grands partis, c'est, si j'ose dire, Don Camillo et Pepone, la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Je vous ai mis entre 1946 et 1979 les élections législatives. En Italie, on élit tous les 5 ans, selon les termes de la Constitution, mais par moment, il y a pu y avoir des dissolutions, comme en 1972 par exemple, ou 1976 et 1979. Il y a donc des élections qui vous permettent de désigner à la fois la Chambre des députés et le Sénat. Les sénateurs sont aussi élus au suffrage universel direct. Les résultats, vous les avez, les chiffres de gauche, c'est la démocratie chrétienne, et à droite, ce sont les chiffres, les résultats du Parti communiste. En 1946, année importante, puisque le 2 juin 1946, vous avez à la fois un référendum et des élections à une constituante. Le référendum pose la question aux Italiens s'ils souhaitent opter pour l'instauration d'une république ou s'ils souhaitent le maintien de la monarchie des Savoies avec une constitution renouvelée. 54% des Italiens optent pour l'instauration d'une république. Et le jour même, il y a donc les élections à la constituante. Le Parti démocrate chrétien obtient 35,2%. C'est le premier parti de la péninsule. Et le Parti communiste est à 18,9%, c'est-à-dire qu'il talonne à un point près le Parti socialiste, qui était historiquement le parti qui, avant l'avènement du fascisme, était le parti de la gauche italienne. Et bien là, on voit que dans cette Italie de l'immédiate après-guerre, le Parti communiste joue un rôle visiblement important. Et en 1948, c'est le triomphe de la démocratie chrétienne, puisque à elle seule, elle obtient la majorité absolue au Sénat et à la Chambre, et 48,5% des électeurs se sont portés sur la démocratie chrétienne, et le Parti communiste, allié avec le Parti socialiste, est largement devancé avec 31%, puisque vous voyez que si on fait l'addition du score socialiste et communiste de 1946 pour les élections de 48, on est loin du compte. Mais parce que vous avez eu, je dirais, l'aile réformatrice du Parti socialiste qui a créé le Parti social-démocrate sous la direction de Giuseppe Saragat et qui ne voulait pas d'une alliance avec le Parti communiste. Et ensuite, vous le voyez, vous avez dans les diverses élections un pôle central qui tourne, je dirais, autour de 40, 42, 40, 38%. Si vous regardez le score démocrate chrétien dans les années 60-70, il est d'une extrême stabilité, 38,3, 39,1, 38,7 en 72 et en 76, 38,3 en 1979. Quant au Parti communiste, eh bien, il augmente parfois de manière conséquente. 22,6% en 1953, 22,7% en 58, 25,3% en 63, 26,9% en 68, 27,1% en 72, 34,4%, donc là, un saut en avant extrêmement important, en 1976. Au point que, eh bien, si on fait l'addition en 1976 des votes démocrates chrétiens et des votes communistes, vous avez un pays où on vote pour les 3/4 de l'électorat votent pour une de ces deux formations.
Et c'est là où l'on en vient justement à la question du bipartisme imparfait, c'est que finalement, dans ce pays de l'OTAN, dans ce pays où le catholicisme joue un rôle important, l'idée d'un gouvernement conduit par un communiste n'est pas véritablement envisageable. N'est pas véritablement envisageable. Il fait même peur, de toute manière, au Parti socialiste, qui est beaucoup plus faible que le Parti communiste. Et donc, une alliance, programme commun, unité de la gauche, comme la France l'a connue dans les années 70, n'est guère envisageable en Italie parce que ce n'est pas le Parti socialiste qui domine le Parti communiste, ce que la France connaîtra. C'est bien l'inverse. Et finalement, le Parti communiste peut tenir des provinces, peut tenir des municipalités, mais je dirais, ne peut pas être au cœur du pouvoir au gouvernement. Ce qui fait que c'est autour de la démocratie chrétienne que se forment des coalitions. Alors, dans les années 50, ce sont des coalitions qu'on qualifie de centristes. Puis, au début des années 60, sous l'impulsion, il n'est pas le seul, mais enfin sous l'impulsion d'Aldo Moro, il y a une ouverture à gauche, avec des gouvernements de centre-gauche où les socialistes participent, aux côtés du petit parti républicain et de sociodémocrates, mais le président du Conseil est un démocrate chrétien. Et il y a même une étape qui était éventuellement envisagée après les élections de 1976. Enfin, à vrai dire, on en a parlé avant les élections de 1976. Mais après les élections de 1976, se pose la question, est-ce que face à la crise que connaît l'Italie, on ne peut pas envisager il compromesso storico, c'est-à-dire le compromis historique entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste, c'est-à-dire une espèce de grande entente qui ouvrirait la porte éventuellement à une majorité incluant les communistes, avec peut-être une autre étape permettant l'entrée de ministres communistes dans le gouvernement, ce qui ne s'est pas vu depuis leur expulsion en 1947. Et donc, finalement, que les deux grands partis se tiennent la main pendant un temps pour régler les questions économiques, sociales, politiques que connaît l'Italie au moment justement des années de plomb. Et vous avez, par exemple, cette photo extrêmement symbolique de ce dialogue, puisque là, vous avez la poignée de main entre la personne que vous avez à gauche de la photo, Aldo Moro, qui à l'époque est le président de la démocratie chrétienne, et de l'autre côté, vous avez Enrico Berlinguer, qui, depuis 1972, est le secrétaire général du Parti communiste italien et qui accepte de discuter avec la démocratie chrétienne. Ce qui va sans doute déplaire à une partie, je dirais, des élites politiques italiennes qui sont très souvent nourries d'un anticommunisme extrêmement fort et qui estiment que finalement Moro, dans sa politique d'ouverture, de dialogue, eh bien, va conduire les Rouges au pouvoir. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler puisque mon ami Jean-François Soulet m'a proposé une deuxième conférence en mars où je pourrais évoquer Aldo Moro et l'affaire Aldo Moro. Donc voilà le panorama, voilà le tableau. Nous avons affaire finalement à une démocratie qui peut apparaître bloquée parce qu'il n'y a pas finalement de possibilité d'alternance. Une véritable alternance n'est pas possible, ce qui fait que l'Italie est une vraie démocratie, dans le sens où le Parlement agit, la presse est libre, le droit de manifester aussi, etc. Mais c'est une démocratie qui, aux yeux finalement d'une partie de l'extrême gauche italienne, est bloquée, n'offre pas de perspective, parce que la puissance même du Parti communiste l'empêche de faire une coalition gouvernementale, car ça supposerait que tout de même, ce soit le
secrétaire général du Parti communiste, qui devienne président du Conseil. Ce qui, dans bien des milieux italiens et en dehors, car les Européens sont extrêmement inquiets de cette perspective, et à Washington également. Est-ce qu'un pays de l'OTAN peut être dirigé par un chef de gouvernement communiste? Mais, si vous voulez, nous en reparlerons de cette problématique un peu plus tard. Donc, c'est par rapport à tout cela que va éclater effectivement le phénomène des années de plomb. Ces années de plomb, c'est un double danger pour la démocratie italienne. C'est un danger venant de l'extrême gauche, et je vous propose de commencer par lui, et c'est un danger venant de l'extrême droite. Vous avez effectivement, tout au long des années 60-70, une montée de l'extrême gauche au travers d'organisations dont je vous ai donné quelques noms: Potere Operaio, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, Brigate Rosse, Autonomia Operaia, qui se réclament toutes du marxisme-léninisme. Je dirais qu'elles se réclament toutes du marxisme-léninisme, mais avec tout de même une capacité à la division qui est notable. C'est-à-dire que vous n'avez pas un groupe de l'extrême gauche, mais vous en avez une multitude. Et ces groupes d'extrême gauche animent une contestation extrêmement forte, en particulier dans une partie du monde ouvrier et également dans une partie du monde étudiant. Vous voyez là, par exemple, une manifestation d'autonomistes d'extrême gauche devant l'Université de Rome le 12 mars 1977. Et où les violences étaient réelles. Hein. Les manifestations donnaient lieu à des heurts extrêmement violents. Mais il y a eu, je dirais, une montée en puissance parce que les Brigades rouges, en particulier, ont opté, à partir de 1975, pour une stratégie qui ne consiste pas seulement à manifester et à, je dirais, contester l'ordre bourgeois. Mais à partir de 1975, il y a le choix de faire de porter la guerre au cœur de l'État. Au cœur de l'État. C'est-à-dire vous frappez les représentants de l'État. Alors, ces représentants peuvent être divers. Il y a eu l'assassinat, par exemple, de policiers ou de carabiniers. Il y a eu des attentats contre des magistrats. Il y a eu des attentats contre des gardiens de prison. Parce que les gardiens de prison sont susceptibles de représenter la force répressive de l'État, selon les formules employées par l'extrême gauche. Il y avait aussi des attentats qu'on appelait la gambizzazione. La gambizzazione, c'était des attentats, je dirais, un peu d'avertissement, où on vous mitraillait dans les jambes. Vous étiez dans la rue et on vous tirait dans les jambes. Et c'était une manière, finalement, de vous expliquer que vous étiez dans le collimateur. Par exemple, parmi les plus célèbres qui ont subi la gambizzazione, c'est Indro Montanelli, qui était un des journalistes de tradition libérale. Bon, il avait, je dirais, été journaliste à l'époque fasciste, il avait travaillé pour des organes de la presse fasciste, mais il était sans doute une des grandes plumes du journalisme italien dans les années 70. Et donc, il va être atteint aux jambes, ce qui va toujours ensuite lui laisser une claudication. Bon. Alors, évidemment, mais je ne l'aborde pas aujourd'hui, là, peut-être que le plus fort symbole de la lutte contre, finalement,
le cœur de l'État, ce sera l'affaire Aldo Moro. C'est-à-dire quand le 16 mars 1978, vous aurez l'enlèvement de Aldo Moro en plein Rome, enfin, dans des quartiers un peu excentrés de Rome, enfin, sur le trajet qui a mené Aldo Moro vers le Parlement. Bon. Mais je vous propose de nous retrouver en mars pour pouvoir l'évoquer plus en détail. Mais donc, il y avait un changement de stratégie. Un changement de stratégie, ce qui fait qu'il y a des témoignages de certains membres d'organisations d'extrême gauche qui disaient que, finalement, au moment où les brigadistes préparaient l'enlèvement de Moro, ou tuer tel ou tel représentant de l'État, eh bien, on en était encore à distribuer des tracts à la sortie des usines. Ce qui était évidemment un autre mode opératoire, mais enfin qui était effectivement, je dirais, beaucoup moins révolutionnaire et contestataire, puisque là, il y avait, de la part des Brigades Rouges, une volonté effectivement de tuer, c'est-à-dire des attentats faits pour tuer. Donc, il y a le danger de l'extrême gauche. Mais il y a un autre danger, c'est l'extrême droite. Ce qu'on a appelé la stratégie de la tension. Effectivement, vous avez, dans un pays qui a connu le fascisme et où finalement il y a une habitude fortement marquée des années 43-45 à la guerre civile, vous avez toute une série d'organisations, Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Fronte Nazionale, qui visent à contester l'ordre démocratique que la République italienne représente. Les origines viennent évidemment d'un passé d'ordre et d'un passé lié à la période fasciste. Il y a bien eu interdiction de recréer un parti fasciste en Italie. Mais dans la réalité des faits, on s'aperçoit que dès 1946 et en 1948, vous avez un mouvement politique, le mouvement social italien, qui ne porte pas, je dirais, le terme fasciste, etc., mais enfin qui est un élément de recyclage, si vous me passez l'expression, de quelques principes fascistes. Et c'est ce mouvement social italien, ce MSI, a toujours eu des députés et des sénateurs. Et même en 1972, aux élections de 1972, il y a un peu plus de 8% des électeurs qui leur donnent leur suffrage. Donc, dissolution du fascisme officiellement, dans la réalité des faits, il y a encore une prégnance fasciste dans une partie de la société italienne. D'ailleurs, est-ce qu'on pouvait imaginer autre chose après le vingennio, cette période de 20 ans qui a tellement marqué les consciences et les habitudes de bien des Italiens? Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que les groupes d'extrême gauche, d'extrême droite, pardon, sont violemment anticommunistes. Or, la montée en puissance du Parti communiste, l'accusation faite à l'État libéral d'être laxiste face au danger bolchevique, au danger rouge, fait que finalement, si l'État ne peut pas être en capacité de lutter efficacement contre ce danger, eh bien, il faudra en arriver peut-être à des options autoritaires. Et donc, il y a l'idée qu'il faut créer un état de tension au sein de la société italienne pour que l'État central, que le gouvernement, dominé donc par la démocratie chrétienne, aboutisse
soit à déplacer la démocratie vers un régime autoritaire. Et là, vous avez l'exemple des colonels grecs. Le problème, c'est que l'exemple grec, dans un pays où l'armée en Italie n'a pas de tradition de pronunciamento, c'est-à-dire que, vous le savez, en Espagne, par exemple, l'armée a joué au 19e, 20e siècle un rôle politique extrêmement fort. Et dans les années 60, vous avez encore le régime franquiste qui, certes, a connu des fortes évolutions, mais qui est toujours au pouvoir. En Italie, il n'y a pas l'équivalent, c'est-à-dire que depuis l'unité, l'armée n'a pas fait de coup d'État en tant que telle elle-même. Elle n'a pas de tradition de coup d'État. Donc, le modèle grec, il existe, mais il n'est pas forcément très opérant en Italie, parce que l'armée n'a pas cette tradition de coup d'État. Alors là, je vous renvoie à un film de Monicelli, Nous voulons les colonels, qui est une comédie savoureuse où une espèce de bande de pieds nickelés autour d'un député d'extrême droite cherche à organiser un coup d'État pour prendre le pouvoir en Italie. Si vous le voyez un jour, même en DVD ou sur des chaînes de télévisées, n'hésitez pas à le regarder. Nous voulons les colonels, c'est assez savoureux. Bon, mais alors, si on ne peut pas arriver à la dictature des colonels, au moins, poussons l'État démocratique à l'état de siège, c'est-à-dire un état de siège qui imposerait véritablement des conditions qui permettraient de lutter contre l'extrême gauche et contre le danger communiste. Cet état d'esprit va être encouragé dans des proportions qu'il est très difficile de dire de manière claire par des membres de l'OTAN. Il est fort probable qu'il y a effectivement des membres de l'OTAN qui, inquiets de la montée du communisme, dans le cadre de cette guerre froide qui est quand même encore le cadre international, eh bien, veulent voir dans ces groupuscules actifs néofascistes un moyen de lutter officiellement. Et puis ensuite, il y a eu sans doute au sein de l'appareil d'État italien, au sein des services secrets, des éléments qui ont encouragé, qui ont infiltré des groupes de l'extrême droite. Et là, je vous renvoie à un autre film qui remonte, je crois, à 2012, me semble-t-il, Piazza Fontana, qui est un film sur le premier des grands attentats des années de plomb. Donc, si vous voulez, à côté de l'extrême gauche que j'ai évoquée tout à l'heure, vous avez une extrême droite qui, elle, va choisir la violence. Alors, si je devais faire une différence entre les deux violences, l'une me paraît plus ciblée que l'autre. Il y a une violence d'extrême gauche, mais, si vous voulez, on cible l'appareil d'État. Alors, c'est terrible et malheureux pour un pauvre carabinier ou un pauvre gardien de prison, ou même un syndicaliste qui est jugé collaborateur de notre bourgeois, d'être abattu. Mais on cible. Dans les attentats que je vais énumérer maintenant, dans leur triste litanie de l'extrême droite, il y a un côté aveugle. Il y a une volonté finalement de terroriser. De terroriser et donc il y a, en terrorisant la société, l'espérance que l'État central et le pouvoir démocrate chrétien puissent basculer vers une solution autoritaire. Alors, sur l'écran, vous avez effectivement les principaux attentats des années fin 60 et années 70. Le premier, 12 décembre 1969, attentat dans une banque située sur la Piazza Fontana à Milan, 17 morts. Nous sommes en fin d'après-midi.
De nombreuses personnes sont dans la banque et une mallette est déposée, explose et provoque 17 morts. Premier choc. Premier choc. Sans doute que les auteurs espéraient que le gouvernement de l'époque, qui est dirigé par le démocrate chrétien Mariano Rumor, allait passer à l'état de siège. Certains ont dit que Mariano Rumor aurait fait des promesses en ce sens. Honnêtement, il n'y a jamais rien eu de très tangible pour prouver cela. En tout cas, Mariano Rumor ne prend pas cette décision et un de ses ministres, son ministre des Affaires étrangères, Aldo Moro, justement, dit qu'il faut préserver les libertés constitutionnelles italiennes et ne pas sombrer dans la crainte d'un état de siège. Et puis ensuite, vous avez d'autres attentats. 22 juillet 1970, un attentat dans un train qui va du sud au nord de la péninsule, entre Reggio de Calabre et Turin, dans la commune de Gioia Tauro, 6 morts. Le train déraille, 6 morts sont à déplorer. Il y a, à la fin des années 70, alors non pas un attentat visant à tuer, mais un projet de coup d'État mené par le prince Giulio Valerio Borghese, qui est un prince de la vieille aristocratie romaine, les Borghese, c'est pas rien, qui a servi dans la République sociale italienne, c'est-à-dire dans les années 43-45, où il avait une unité, la Decima Mas, qui, je dirais d'ailleurs, bénéficiait d'une certaine autonomie, y compris vis-à-vis des Allemands, et donc il menait le coup de poing contre des actions contre les partisans, etc. Et donc ce prince, Giulio Valerio Borghese, va fomenter un coup d'État pour essayer de prendre le pouvoir. Bon, c'est un échec, mais lui va pouvoir partir en Espagne, où il mourra 4 ans plus tard. D'ailleurs, on se demande s'il est mort de manière totalement naturelle. Enfin, bon. En tout cas, échec. Mais il y avait eu une tentative là, de coup d'État. Et puis ensuite, reprennent les grands attentats. 17 mai 1973, attentat devant la préfecture de police de Milan, 4 morts parmi les personnes qui sont sur le trottoir devant la préfecture. L'attentat ensuite du 31 mai 1972, Peteano, où 3 carabiniers sont tués. Alors là, on connaît bien le mode opératoire parce que l'auteur de l'attentat, qui appartenait au groupe Avanguardia Nazionale, a été arrêté, condamné à la prison à vie. Il s'appelle Vincenzo Vinciguerra. Et il a d'ailleurs été interrogé et il a expliqué que son acte, eh bien, il l'assumait pleinement et qu'il ne demandait pas du tout de grâce. Il s'était engagé, il avait fait ce qu'il avait fait et il avait mérité une peine qu'il tenait à accomplir. Bon. Qu'est-ce qu'il avait fait? En fait, il avait piégé une voiture qu'il avait mal garée et il avait appelé ensuite des carabiniers, un poste de carabiniers, pour venir voir cette voiture qui gênait quelque peu la circulation. Et la voiture était piégée. Elle était piégée et donc elle a explosé à l'arrivée d'une patrouille de carabiniers, ce qui fait qu'il y a eu 3 morts et 2 blessés graves. L'attentat à Brescia, le 28 mai 1974, qui fait 8 morts. Il y a une manifestation syndicale et un attentat, une bombe est lancée et fait 8 morts parmi les manifestants. Nouvel attentat dans un train le 4 août 1974, l'attentat du train Italicus qui mène de Rome à Munich, une valise piégée dans un wagon, 12 morts. Et enfin, le dernier attentat, le plus terrifiant, le plus terrible sur le plan des pertes, c'est l'attentat du 2 août 1980, l'attentat à la gare de Bologne, qui fait 85 morts.
le plus âgé des victimes avait 85 ans, le plus jeune était un bébé de quelques mois. Et évidemment, la date n'est pas choisie au hasard parce que nous sommes le premier week-end de départ des vacances d'août. Les Italiens sont surtout des Haussiens et la gare est bondée et 85 morts. Quelques photos d'ailleurs nous permettent de voir, je dirais, cette tragédie. Voici ce qui reste de l'intérieur de la Banque de l'Agriculture sur la Piazza Fontana à Milan, donc en 1969, là où il y avait eu 17 morts. Et voilà la une du journal de Bologne, Il Resto del Carlino, qui a fait publier, évidemment, au moment de l'attentat du 2 août 80, une édition spéciale. Bologne, terrifiante explosion à 10h26, massacre à la gare, strage alla stazione, des dizaines et des dizaines de morts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il y a visiblement une incompréhension réelle de ce qui s'est vraiment passé, puisqu'on voit les causes. Può essere una bomba, ma sembra più probabile l'ipotesi dello scoppio delle centrale termica. C'est-à-dire que la cause pourrait être une bombe, mais le plus probable, c'est que ce soit l'explosion de la centrale thermique. Bon, c'est en fait pas du tout la centrale thermique. C'est deux valises qui ont été déposées par deux militants néofascistes, une femme et un homme, et les deux valises ont explosé avec le résultat que l'on connaît. Donc là, évidemment, on atteint, je dirais, la violence la plus aveugle. La violence la plus aveugle. Et quand vous regardez le nombre de morts durant la décennie 70, du 1er janvier 69, donc ça va inclure les morts de la Piazza Fontana, jusqu'au 31 décembre 79, il y a 241 morts tués au cours d'attentats. Et nous ne sommes que le 31 décembre 1979. Il va falloir ajouter les 85 morts de la gare de Bologne et d'autres morts qui vont tomber dans les premières années de la décennie 1980. Donc là, vous le voyez, je pense ne pas exagérer en disant que les années de plomb ont été absolument terrifiante, une stratégie de la tension de la part de l'extrême droite et une volonté de détruire le système capitaliste et bourgeois de la part de l'extrême gauche, avec deux types, je dirais, d'actions, d'attentats. Et les témoignages sont multiples. J'ai un ami turinois qui a été au début des années 70, parmi les cadres de l'entreprise Fiat à Turin. Après, il s'est dirigé vers l'aéronautique, mais qui me disait qu'il avait pour habitude, quand il sortait du travail, de ne jamais sortir avec sa voiture par la même issue, la sortie d'usine, et avoir un pistolet sur le siège passager. Donc, c'est vous dire tout de même, je dirais, la tension qui pouvait exister. Parce qu'en tant que cadre de la Fiat, il était finalement susceptible de représenter le pouvoir bourgeois dénoncé par l'extrême gauche italienne. Bon. Donc, vous voyez, c'était vraiment une ambiance où la société italienne a été extrêmement choquée. Mais reste un autre aspect à voir, c'est la question de l'État, la réplique de l'État. Alors, il y a eu des lois qui ont été adoptées et qui visent finalement à renforcer les pouvoirs de la police et de la justice en matière antiterroriste. Vous avez la loi Reale de 1975, Reale étant le garde des Sceaux et ministre de la Justice de l'époque,
Il y a en 1978 la création de corps spéciaux au sein des carabiniers, avec il Gruppo d'Intervento Speciale, et de la police, il Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza. Et si vous voulez, c'est l'équivalent de ce que la France connaîtra avec le GIGN, par exemple. Donc, des groupes qui, en 1978, sont formés pour essayer de combattre au mieux le danger terroriste. Et la loi Cossiga, en 1980, viendra à nouveau renforcer les pouvoirs de police et les pouvoirs judiciaires et augmentera les sanctions. Ces lois, là aussi, ça montre bien que malgré la situation, la démocratie italienne a continué à fonctionner. La loi Reale et la loi Cossiga a été proposée au vote des Italiens. Il y a eu un référendum sur le renforcement des pouvoirs de police et de justice, car certains craignaient finalement pour le fonctionnement de la démocratie italienne et les libertés fondamentales. Les Italiens se sont prononcés très largement, à plus de 80%, pour le maintien de ces lois cherchant à lutter contre le terrorisme. Une remarque d'ailleurs à ce sujet, c'est que l'État italien, même s'il a renforcé son dispositif, a eu la force, la volonté de ne jamais franchir le pas d'un système pleinement autoritaire, comme l'aurait souhaité finalement l'extrême droite italienne. Comme finalement le disait Aldo Moro, il faut essayer d'analyser ce qui se passe, essayer d'y répondre, essayer de donner une réponse politique, mais employer des moyens finalement qui vont jusqu'à un état de siège généralisé sur toute la péninsule, ce peut être le début d'une guerre civile, ou en tout cas le risque d'une guerre civile. Et finalement, reconnaissons à cette démocratie italienne qui, c'est vrai, à qui on reproche une certaine faiblesse, une certaine instabilité. Oui, les gouvernements ont tendance à se succéder. D'ailleurs, actuellement, vous voyez qu'à Rome, on a négocié le nouveau gouvernement de Mario Draghi. Bon. Mais finalement, je voudrais faire deux remarques à ce sujet. D'abord, instabilité, oui, de cet État, mais pas sur le plan je dirais, des forces politiques et du personnel politique. Les gouvernements se succèdent, mais souvent vous retrouvez les têtes essentielles, un peu, vous voyez, sous la 4e République. On se succédait, mais vous retrouviez des fois des personnages qui traversaient les divers gouvernements. Donc, stabilité de la classe politique. Peut-être d'ailleurs que cette stabilité pose elle-même un problème. Et puis ensuite, eh bien, il y a finalement la capacité que la démocratie italienne a eu d'encaisser les terribles coups qui lui ont été portés. Et finalement, elle a continué à vivre dans une situation, vous le voyez, extrêmement délicate, mais elle a continué à vivre. Pourquoi finalement la stratégie d'attention, pourquoi les attentats de l'extrême gauche n'ont pas abouti? Parce que je crois fondamentalement la société italienne rejetait ce qui se passait. Il y avait tout de même, au-delà des divergences partisanes, des points communs qui ont réuni les Italiens et qui ne voyaient pas quel avenir pouvaient promettre ceux qui faisaient des attentats, aussi bien en tuant Aldo Moro en 1978 qu'en faisant le grand attentat de Bologne en 1980. Il y avait des valeurs, des enjeux qui, finalement, au-delà des différences politiques, ont fait que la société italienne a pu résister.
Et je dirais même que la violence a pu être contre-productive parce que finalement, cette violence, eh bien, elle a pu écœurer une partie des Italiens qui ont dit, même s'ils reprochaient beaucoup de choses au système politique, à l'État, etc., mais tout de même, nous ne pouvons pas cautionner, aller dans le sens de ces terroristes. Et nous en reparlerons dans un mois, mais l'affaire Moreau, abattre de sang-froid quelqu'un qui finalement était un honnête homme, a pu véritablement choquer et détacher même ceux qui, à un moment ou à un autre, ont pu éventuellement avoir une sympathie vis-à-vis de groupes d'extrême gauche qui voulaient à tout prix changer la société et l'État. Je crois que le rejet de la violence, le trop-plein de violence qu'il y a eu, a fait que, eh bien, l'État démocratique a réussi à tenir et finalement à passer le cap. Et au cours des années 80, il y a eu une dilution progressive de cette violence et la société italienne a eu d'autres difficultés, mais effectivement, elle s'en est finalement, elle a su résister à la stratégie d'attention et aux années de plomb. Mais, et c'est le rendez-vous que je vous donne finalement en mars, à la mi-mars, puisque je vous proposerai justement voilà, de parler d'Aldo Moro, de l'affaire Aldo Moro, et nous le voyons là, le 16 juillet 1976, avec cette espèce de sourire toujours, je dirais, un brin ironique qu'il avait souvent, et nous le voyons sortir d'une audience avec le chef de l'État, Giovanni Leone, à cette époque-là, au palais du Quirinal. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez pris plaisir finalement à avoir assisté par Internet à cette conférence sur les années de plomb. Mais nous y reviendrons parce que, comme je vous le disais, l'affaire Aldo Moro, sur lequel je mettrai le focus la prochaine fois, se replace bien dans le cadre des années de plomb. Je vous remercie, portez-vous bien. Merci à Jean-François de m'avoir proposé de vous faire cette conférence et je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Au revoir.